Je crois que c'est à toi, Eric. Madame la Présidente, mon général, Mesdames et Messieurs, chers collègues, donc nous, pour illustrer en fait ce besoin qui vient directement du terrain de staff et de prise en charge reconstructrice orthoplastique, nous avons décidé avec le professeur B de vous illustrer un peu en quoi ça consiste cette coopération orthoplastique dans la prise en charge des traumatismes graves des membres. Donc ce qu'on va rappeler, qui sort un peu de l'objet du topo, mais c'est quand même les conditions indispensables pour pouvoir reconstruire un membre sereinement. Parce que souvent, quand on parle de reconstruction, on est déjà à distance de l'urgence et on est ensuite dans les centres experts avec des stratégies sur du long terme. Mais il ne faut pas oublier que ce qui conditionne la reconstruction, comme vous l'avez dit en général, c'est la prise en charge initiale, évidemment la revascularisation du membre s'il y a une lésion vasculaire, et ensuite l'éradication du sepsis notamment, qui passe par des parages chirurgicaux très précoces et répétés. Et ça nécessite aussi une prise en charge par des équipes spécialisées, ce qui a déjà été montré plusieurs fois sur des séries américaines françaises des séries américaines et françaises, par des équipes spécialisées et des RCP, notamment au niveau de la prise en charge de l'infection ostéo-articulaire. Donc une fois qu'on a passé la phase initiale, donc là je vous rappelle la séquence de reconstruction qui avait été décrite par M. Rigal. Donc cette séquence 6, 7, 8, 9, la séquence des 6 heures, c'est vraiment indispensable, c'est là que tout se joue, c'est le débridement parage, la fixation osseuse temporaire, la réparation artérielle effectivement si elle est nécessaire, et la règle de la non-fermeture cutanée. Cette prise en charge initiale, elle doit être réalisable par n'importe quel chirurgien général, quelle que soit sa spécialité, et notamment dans les cas de haute intensité, on se rend compte même que parfois ce sera des médecins généralistes qui vont devoir faire les premiers parages, voire la fixation initiale, pour pouvoir permettre d'éradiquer le sepsis. On voit des patients qui reviennent d'Ukraine, qui n'ont jamais eu de parage ni de geste de couverture, qui ont végété pendant plusieurs mois dans des dispensaires et qui arrivent avec des infections graves. Donc même si ce n'est pas l'objet de la reconstruction, finalement la phase primordiale la plus importante, c'est cette séquence des 6 heures, c'est la séquence initiale. Ensuite, dans les 7 jours, c'est là et c'est dans cette transition entre les 6 heures et les 7 jours que va pouvoir se faire le transfert vers une équipe spécialisée. Si je prends en charge le patient dans une structure qui n'est pas habituée, je peux au moins faire le damage control initial et ensuite me tourner vers un centre expert qui sera labellisé ou en tout cas qui sera identifié pour prendre en charge le patient et définir cette stratégie de reconstruction sur le long terme. Dans les 7 jours, ce qui va être important, c'est les parages itératifs, là encore la lutte contre le sepsis, et ensuite la couverture cutanée, la gestion des parties molles. Et donc M. B en parlera après de ces stratégies de couverture. Là aujourd'hui, là encore, comme les gens sont très filiarisés, on pense tout de suite lambeau libre, et les chirurgiens plasticiens maintenant ils font quasiment plus que des lambeaux libres dans les centres très spécialisés de reconstruction oncologique, carcinologique lourde, et finalement les solutions simples que peut être l'embofacio-cutané notamment, elles sont moins connues et on y accède moins souvent. Nous on a déjà eu des patients en recours à Percy en deuxième avis parce qu'il y avait eu un échec de lambeau libre dans un autre CHU avec une équipe de plastique, mais qu'en fait personne ne savait gérer les lambeaux locaux régionaux parce que les orthopédistes n'en faisaient pas et les plasticiens ne faisaient que des lambeaux libres. Donc cette prise en charge elle est importante, d'autant plus dans la haute intensité avec des patients qui n'arriveront pas forcément tout de suite à des chirurgiens ayant accès à de la microchirurgie. S'il y a des traumatismes ouverts des membres qui doivent être rapatriés au bout de quelques jours, il faut qu'ils puissent avoir une couverture au moins dans la semaine. Ensuite, la reconstruction osseuse, là le timing est un petit peu plus long. Les prérequis, je vous le répète, mais c'est la gestion de l'infection et la couverture cutanée. Ensuite, on va pouvoir envisager la reconstruction osseuse. Donc ici, un petit rappel de ce qu'on fait à Percy. Cette fixation osseuse définitive, donc dans la prise en charge initiale, souvent on met en place une ostéosynthèse temporaire qui repose sur le fixateur externe, et ensuite se pose la question de la fixation osseuse définitive. Cette fixation osseuse, elle va pouvoir être une fixation interne, comme une plaque ou un clou, si l'état local est favorable et que la couverture est possible et qu'on n'a pas d'infection, qui contre-indique la mise en place d'un matériel interne, ou alors on peut aussi se tourner parfois vers l'exofixation définitive, où le fixateur externe temporaire qui a été mis initialement, il va être complété pour faire une fixation qui va mener à la consolidation de la fracture, donc c'est l'objectif. Elle peut être choisie quand c'est des fractures avec juxta-articulaire, avec une grosse comminution par exemple, il y a des fixateurs circulaires qui permettent parfois mieux qu'une plaque de réduire
les fractures, ou elle peut être imposée, notamment en cas d'infection ou de difficulté de couverture. L'objectif de cette conversion, c'est de mener à la consolidation osseuse. Donc lorsqu'on n'a pas de défect osseux, la situation ici elle est globalement simple, on a une lésion par balle avec un parage, une fixation externe temporaire, on voit qu'il n'y a pas de perte de substance des parties molles, pas de perte de substance osseuse, et dans les 8 jours, après des parages itératifs, si on voit que l'état local le permet, on va réaliser une ostéosynthèse interne en un temps qui va permettre de mener à la consolidation. Cette transition, elle peut aussi, comme je vous l'ai dit, être faite vers une fixation externe définitive qui n'a pas les mêmes impératifs, elle devrait être plus rigide, plus respecter des impératifs à la fois fonctionnels et anatomiques. Et là, ici, sur une jambe ayant nécessité des aponeurotomies, eh bien, on voit que c'est pas envisageable de faire un relais par une fixation interne. Dans ce cas-là, on met un fixateur externe définitif biplan. Nous, ce qu'on fait à Percy, c'est qu'on fait, dans ce cas-là, une greffe osseuse tactique dans les 6 semaines pour favoriser la consolidation, parce qu'on sait que dans ces traumas ouverts graves des membres qui sont traités par fixateur externe, il y a souvent un retard de consolidation, et ça mène à la consolidation également. Donc ça, c'est les cas les plus simples. Quand il y a une perte de substance osseuse associée, c'est là qu'il va falloir envisager une stratégie de reconstruction. Là, j'avais parlé de M. Regal, maintenant je parle de M. Masquelet, mais qui a décrit la technique de la membrane induite, qui pour nous est la stratégie la plus adaptée à cette prise en charge séquentielle des traumatismes graves. Pourquoi ? Parce qu'à la phase aiguë, finalement, on va simplement mettre une entretoise en ciment associée à une fixation, une ostéosynthèse, et ça va permettre éventuellement, en cas d'échec sur le plan septique, de répéter ce débridement, ce parage et la mise en place du spacer. Et c'est donc notamment très indiqué dans les pertes de substances osseuses infectées, et puisque finalement on va pouvoir traiter et retraiter si c'est nécessaire autant de fois que possible. Donc la technique, vous la connaissez. Le prérequis, comme toujours, c'est le traitement de l'infection. On fait un parage osseux qui doit être exhaustif, on doit enlever tous les séquestres osseux, tout ce qui est dévitalisé. Une recoupe osseuse jusqu'en zone vascularisée. Ensuite, il faut que l'os soit stabilisé, donc ou par un fixateur externe ou par une fixation interne. Et on met en place une entretoise en ciment qui va rester 6 semaines, qui va entraîner la création d'une membrane à corps étranger qui a des propriétés ostéo-inductrices et dans laquelle on pourra réaliser une greffe spongieuse, idéalement 6 semaines après, en l'absence d'infection. Si on met en évidence une infection, là on va pouvoir faire un changement d'entretoise, un parage complémentaire et une nouvelle antibiothérapie. Cette technique, elle peut être réalisée à la jambe avec une fixation externe définitive, auquel cas on associera une greffe intertibiofibulaire pour optimiser les chances de succès. Donc là, vous avez ici un exemple, comme on l'a expliqué. Donc on peut faire ou une double GITF au deuxième temps, ou réaliser carrément un spacer intertibiofibulaire où on va venir aviver la fibula. Là, c'est des détails techniques, mais voilà, cette technique marche très bien avec la fixation externe définitive à la jambe. Évidemment, si on peut, on fera un relais par une ostéosynthèse interne, typiquement au fémur. Cette technique, elle marche avec l'enclouage principalement, et avec la fixation externe, elle est plutôt défaillante, puisqu'on n'aura pas une rigidité suffisante du foyer de fracture, et que les fixateurs externes au fémur, ils sont mal tolérés, ils entraînent facilement des sepsis. Évidemment, au membre supérieur, la reconstruction osseuse, elle passera par une ostéosynthèse interne qui est bien plus adaptée. Concernant les autres techniques de comblement d'une perte de substance osseuse, une technique qui nécessite là une prise en charge combinée orthoplastique, c'est le transfert osseux libre vascularisé, idéalement de fibula, qui va pouvoir permettre de reconstituer des défects segmentaires, cette fois-ci en apportant directement de l'os cortico-spongieux, avec notamment pour le membre inférieur la technique au fémur distal où on met la fibula en canon de fusil avec une micro-anastomose. Enfin, une dernière technique, c'est le transport osseux qui va permettre de gérer des pertes de substances assez importantes, notamment, qui sera d'autant plus indiqué qu'il y a une inégalité de longueur, mais pas seulement, et ça se développe puisque le matériel qui permet de le faire se développe de façon importante ces derniers temps. Maintenant, on n'est plus obligé d'avoir recours forcément à un fixateur externe, il y a des clous d'allongement, voire... ici, c'est un clou d'allongement associé à une plaque, mais il y a même des clous de transport qui permettent de réaliser le transport tout seul. Il faut savoir que ces clous sont aujourd'hui pas remboursés, mais en tout cas, ça peut être une bonne solution, notamment après échec de membrane induite, par exemple, dans le cas qu'on voit sur le fémur qui est à droite. Voilà, tout ça, c'est les principes de reconstruction osseuse. Donc ça nécessite, comme vous l'avez vu, des prérequis qui sont la gestion du sepsis, qui va se faire avec une équipe pluridisciplinaire, infectiologue, chirurgien, et maintenant la reconstruction tissulaire qui va être indispensable à la reconstruction osseuse. Et pour aller plus loin dans ce partenariat orthoplastique, juste une remarque. Moi, j'avais été à un congrès anglais de reconstruction des membres, et eux,
Même dans le T0, où nous, souvent, il n'y a que le chef de clinique de chirurgie orthopédique la nuit pour prendre en charge le patient qui vient de se cracher à moto, et ben, en Angleterre, dans les gros trauma centers, il y a systématiquement un plasticien et un orthopédiste pour l'accueil du traumatisé sévère des membres. Évidemment, un vasculaire s'il y a une lésion artérielle, mais c'est pas forcément le cas le plus fréquent. Et là, on sait l'appeler le vasculaire, mais le plasticien, souvent, il n'y a pas recours au début. Et effectivement, on peut commettre des erreurs qui conditionnent, enfin, qui vont ensuite compliquer la reconstruction secondaire.